Bonjour tout le monde, ici c'est Denis pour la gauche anticapitaliste. On est toujours à l'université d'été du NPA à Port-le-Cat. Et aujourd'hui je rencontre Pauline Salingue, porte-parole du NPA. Salut Pauline, Salut. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et revenir un petit peu sur ton parcours et ton engagement militant? Merci pour la vidéo. Moi, ça fait un petit moment maintenant que j'ai commencé à militer, hein, en 2002, quand j'étais à l'entrée au lycée. Contre l'extrême droite déjà à l'époque, le fameux second tour Ouais, Chirac-Le Pen. Donc c'est à ce moment-là, je suis rentrée tout de suite aux Jeunesses communistes révolutionnaires, qui était l'organisation de jeunesse de la Ligue communiste révolutionnaire. Je suis au NPA du coup depuis sa fondation aussi en 2009. Donc je suis porte-parole du NPA depuis un peu moins de 2 ans, aux côtés de Christine Poupin et aussi de Philippe Poutou et Olivier Besancenot. À part ça, je suis éducatrice spécialisée, je travaille au CHU de Toulouse et je suis syndicaliste à la CGT. ok, merci beaucoup pour cette présentation. Justement sur la question de la santé, dans ton expérience, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur l'état de la santé, de l'hôpital, sous la Macronie, sous le régime néolibéral et les luttes qui peuvent s'y dérouler? Alors dans la santé, la situation comme, partout j'ai envie de dire, elle est très compliquée. En fait, ça fait, maintenant 25 ans que la situation s'est très fortement dégradée. Une situation qui s'est dégradée, évidemment sous la Macronie, mais par les politiques, libérales menées par, les gouvernements de gauche comme de droite. Ouais. Heu, qui ont des conséquences catastrophiques. Sur le plan de l'hôpital public, il faut savoir qu'en 20 ans, 2 tiers des maternités, des services d'urgence ont fermé. Ouais. Donc on concentre en fait dans des grands sites, ce qui fait que parfois pour se rendre aux urgences, pour se rendre à la maternité, on a plus d'1 heure de route. C'est des dizaines de milliers de postes qui ont été supprimés dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, on en est arrivé à une situation où, après avoir supprimé des postes, Heu, ils arrivent même plus à recruter le personnel nécessaire tellement les conditions de travail en fait Ouais. sont catastrophiques, à l'hôpital. Les collègues s'enfuient, nous on le voit quotidiennement, hein, c'est des gens qui viennent nous voir tous les jours pour qu'on les aide à partir de l'hôpital. Ouais. Donc ils ont beau jeu aujourd'hui de pleurer et de dire que s'il n'y a pas assez de personnel, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Mais enfin, quand on voit ce qu'on a subi pendant plus de 20 ans, quand on voit les conditions de travail, quand on voit les salaires, c'est sûr qu'on ne se donne pas les moyens de recruter. Y compris, nous, une mesure qu'on porte, c'est que les étudiants, les étudiantes qui rentrent en formation de santé, que ce soit aide-soignant, infirmier ou dans le social, le médico-social, soient rémunérés Ouais. pendant leurs études. Ouais, Parce ouais. qu'aujourd'hui, le problème, c'est que c'est des études euh, durant lesquelles c'est très difficile de travailler à côté Ouais. aussi, parce que c'est 35 heures, donc c'est très compliqué. Donc voilà, donc il y aurait des solutions. Tout ça pour dire que la situation est assez dramatique. Sur le plan de l'hôpital, cet été, il y a quand même plusieurs dizaines de patients qui sont décédés dans les services d'urgence parce qu'ils n'étaient pas pris en charge à temps. On le disait, hein, un jour on va avoir des morts, bon ben ça y est, on Ouais. y est, on les a les morts. L'hôpital, c'est très difficile. En parallèle de ça, tout ce qu'on va dire est la médecine générale, le réseau de soins sur le territoire, et ben, c'est pareil, est très impacté avec, au niveau des médecins, une véritable pénurie aujourd'hui parce que, en fait, ils sont vieillissants, que beaucoup partent à la retraite, ne sont pas remplacés, que nous, on a quelque chose qui s'appelle le numerus clausus, pardon, qui limite en fait le nombre d'étudiants en médecine On a chaque pareil année. en Vous avez Belgique. pareil? Ouais. Bon ben voilà, et qui était censé sauter, mais en vérité, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est toujours dans une situation qui est très bloquante, et c'est assez caricatural. C'est que durant l'été, ils ont refusé, et ils refusent toujours, de régulariser la situation de 1 000 médecins étrangers qui, du coup, si ça ne Ouais. se débloque pas, vont pas pouvoir pratiquer à la rentrée. Il y en a même qui ont eu des OQTF, enfin, Ouais, c'est c'est absurde. assez fou. Voilà, donc après, dans l'hôpital, on a quand même connu des très grosses mobilisations, notamment dans la période post-Covid, où on était désignés comme des héros, des héroïnes, les premiers, les premières de corvée, Applaudir tous les soirs. applaudis tous les soirs. Mais enfin, rien n'a changé, et Ouais. même au contraire, tout s'est dégradé. Donc on a eu des très grosses mobilisations, mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'à l'hôpital, le droit de grève est très encadré, et en fait, vous l'avez pas véritablement. Nous, ce qu'on voit quand même, c'est que le niveau de colère augmente, voilà, très fortement chez Ouais. les collègues, et que aussi cette,
cette habitude de tout accepter, tout ce qu'on nous demande, les heures supplémentaires, les week-ends, les nuits, remplacer les collègues au pied levé, supprimer ses vacances, et bien en fait, de moins en moins de collègues le font parce qu'il y en a ras-le-bol. Donc Ouais. on peut, en tout cas, on construit la future mobilisation, on construit pour qu'il y ait ce sursaut, mais clairement, ça ne va pas rester comme ça. Et la santé, on le dit souvent, je terminerai là-dessus, c'est quelque chose qui concerne 100% Ouais, ouais. des gens. Donc on cherche une mobilisation évidemment à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur au niveau des usagers qui auront bien sûr un rôle très Ouais, important. développer des solidarités. Mm, mm. Ok, d'accord, merci. Et puis pour parler maintenant d'un point de vue plus politique, tu étais candidate pour le nouveau Front Populaire, ici dans l'Aude. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton expérience? Parce que Philippe a été plus médiatisé, on n'a pas trop entendu parler comment tu vivais la chose. Et ouais, quelle est ton expérience? Est-ce que tu as à en dire? Alors, c'est une expérience qui a été géniale, hein, pas tant d'être forcément candidate, mais de mener cette campagne pour les élections législatives. Donc nous, au niveau du NPA, on a été très clair dès le début, hein, dès la dissolution de l'Assemblée nationale. On a contacté la France Insoumise, on a contacté les organisations et on a fait partie de ceux et celles qui ont manifesté dès le lundi soir dans la rue Ouais. pour mettre la pression contre l'extrême droite et pour qu'on arrive à une unité justement contre cette extrême droite. Seule solution en vérité pour leur barrer la route au vu des résultats des élections européennes. Donc sous cette pression-là, le NFP s'est monté. On a eu donc une circonscription dans l'Aude, mais on a également tous nos camarades au niveau national qui ont participé aux campagnes dans leur circonscription. Donc ça a été une expérience à la fois riche et difficile parce que quand en 3 semaines, Ouais. vous devez, mener campagne, gérer tous les aspects techniques, matériels, trouver un local, et puis dans un territoire, on va dire, hardcore, quoi. Ouais, ouais. L'Aude, 3 circonscriptions, 3 députés du Rassemblement national sortant, mais un département très intéressant parce que, historiquement de gauche, très pauvre, et où en fait les scores du Rassemblement national, c'est l'illustration de ce qui se passe un peu partout, sont le résultat de la casse des acquis sociaux et de trahisons diverses, Ouais. notamment de la gauche. Voilà. Ouais. Donc on a pu, dans ce cadre-là, avoir énormément d'échanges avec les habitants de ce département. Et ça donne une lueur d'espoir parce que même certains et certaines qui votent malheureusement un Rassemblement national, tout n'est pas perdu. Voilà, tout n'est pas perdu. C'est ça qu'on a pu voir. Et surtout, ce qu'on a pu voir, c'est que alors nous, on a vraiment joué le jeu, quoi. La campagne, on l'a fait de manière unitaire totalement, c'est-à-dire c'était 2 candidatures, le titulaire et suppléant du NPA, mais dès le jour où on est arrivé, on a eu des réunions avec toutes les organisations politiques jusqu'au Parti socialiste tous les soirs pour discuter de la campagne, discuter ensemble comment on l'a menée. Et ce qu'on a pu voir, j'en viens là, c'est des centaines et des centaines de militants et militantes de l'Aude, Ouais. mais aussi de toute la France, qui passaient tous les jours au local, des gens qui n'avaient jamais fait une campagne électorale de toute leur vie, pour s'impliquer dans cette campagne. Ouais, Et ça ça a fait chaud été au une cœur. richesse folle. Donc on a beaucoup appris sur le plan technique, on a beaucoup appris aussi sur sortir un peu parfois de sa zone de confort. C'est vrai que nous, il y a une section du NPA dans l'Aude, mais pas forcément très très grosse, et que nous, on ne va pas se mentir, on existe plutôt dans les grandes villes. Voilà. Là, oui, c'est sortir de sa zone de Ouais, ouais. confort et être confronté aussi à une autre réalité, et ça nous a vraiment, vraiment beaucoup appris. Et une campagne réussie. On n'a pas gagné, c'est sûr qu'on n'a pas gagné. En même temps, la difficulté était quand même assez importante. On a eu une candidature dissidente du Parti Ouais. socialiste. On a eu une campagne de diffamation sur les terroristes, les tueurs de flics, Ouais, ouais. qui nous a occupé la moitié du temps, en fait. Mais au final, on a un score qui est... Enfin, déjà, on se qualifie au second tour, ce qui était loin d'être gagné. Oui. Et on a un score tout à fait honorable à 38%. Donc nous, en plus, on n'a pas vraiment l'habitude de faire Ouais, 38% quand ça même. doit faire plaisir. Donc ça fait plaisir. Et dans une ville comme Carcassonne, qui est la ville la plus importante de la circonscription, on est carrément au coude à coude avec le Rassemblement national. Donc voilà, l'expérience de cette campagne, elle est super. Une campagne vraiment menée collectivement. Et ça a été quelque chose de très important. Et les suites, c'est que là, le 7 septembre, on a une réunion avec l'ensemble des organisations. C'est-à-dire que vraiment, on poursuit dans cette logique de maintenir les comités ou de mettre en place les comités du nouveau Front populaire. Parce que, j'imagine que ça va venir, mais comme on a une rentrée qu'on doit sérieusement préparer, pour nous, c'est un élément important. Ok, justement sur cette rentrée, tu disais au meeting
au meeting de l'université d'été. Tu parlais de la rentrée, tu disais que la rentrée serait chaude. Qu'est-ce que vous attendez comme mobilisation? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, la rentrée sera chaude, c'est surtout, ça ne doit pas être une rentrée comme les autres. Je crois que c'est au vu de la séquence de laquelle on sort. Le résultat des élections, c'est une victoire dans le sens où on a réussi à empêcher le Rassemblement national d'accéder au pouvoir. Et ça, c'est pas rien, c'est Ouais. même beaucoup. Tous les pronostics ont été déjoués. Donc, il ne faut vraiment pas qu'on perçoive cette rentrée comme une rentrée classique. On a une responsabilité énorme à maintenir ce nouveau Front populaire. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est autour de la question du programme, qui est un programme qui nous a réunis toutes et tous, parce qu'on sait très bien que les divisions entre organisations, elles peuvent surgir très très vite, et que là, on ne peut pas se le permettre. Voilà, on a un gouvernement Macron qui en a rien à foutre du résultat des élections, qui va nommer là, dans les prochaines heures, prochains jours, un gouvernement qui ne sera pas un gouvernement Nouveau Front populaire. Nous, maintenant, il faut que les organisations politiques, syndicales, associatives qui ont constitué le Nouveau Front populaire, qui ont mené une campagne fantastique ensemble, elles se mettent autour de la table, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Voilà, ce qui n'est pas le cas depuis les élections, qu'elles se mettent autour de la table et qu'elles discutent ensemble de quel plan d'action dans la rue, dans les boîtes, partout, en cette rentrée. Donc on a déjà une première date qui est le 7 septembre, appelée par la France Insoumise notamment, sur le déni de démocratie de Macron. Il y aura une date le 1er octobre appelée par les organisations syndicales sur la question du budget, mais ça nous va pas. Il faut aller plus loin que ça. Ouais. Donc on dit que le 7 septembre, oui bien sûr on y appelle, mais le 7 septembre c'est le premier round pour vraiment imposer à Macron déjà de partir, de démissionner, mais surtout redonner confiance à notre camp social, montrer que ces élections c'était pas un coup d'épée dans l'eau et que maintenant on bosse ensemble pour à la fois autour de ce programme, mais à la fois en posant les questions de pouvoir, les questions de démocratie, ce qui sera les jalons pour la suite. Ok, tout un programme, vous n'allez pas vous ennuyer, je pense. C'est ça. Pauline, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Et merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. À bientôt.